qui nous pousse à abandonner un livre avant d'avoir terminé? C'est la question à laquelle je tente de répondre chaque année en faisant le bilan de mes abandons. Pour 2025, il y a 13 livres dont je vous ai encore jamais parlé et je pense honnêtement que mes raisons pour les abandons vont vous surprendre, tout comme il y a certains titres qui vont vous surprendre. Et la magie de cette vidéo aujourd'hui, c'est que je pense sincèrement qu'il y a des personnes qui vont en ressortir avec des livres qu'ils ont envie d'ajouter à leur pile à lire. Parce que c'est pas nécessairement parce que j'ai abandonné un livre que je vais pas ne pas vous donner l'envie de les lire. Alors avant de se lancer dans les titres que j'ai abandonnés, je souhaitais utiliser un commentaire négatif que j'ai reçu sous la vidéo de l'année dernière pour un peu clarifier c'est quoi mes intentions en vous parlant aujourd'hui de mes abandons, parce que voici ce qu'on m'a dit la dernière fois que j'ai fait cette vidéo. Je ne vois aucun intérêt à partager ce qu'on n'aime pas. Partager ce qu'on aime est bien mieux. Là, je vais sauter complètement par-dessus les passages carrément méprisants de son commentaire, ok, on perd pas de temps là-dessus. Donc personnellement, quand un livre passe le test de la page 1, je vais au bout pour pouvoir critiquer éventuellement avec de vrais arguments. Ce que j'ai à répondre à ce commentaire, c'est que déjà il devrait mettre un petit peu moins d'élitisme dans ses céréales le matin, là. Mais aussi c'est que, ok, tout le monde a le droit de décider si ils veulent uniquement parler des trucs qu'ils aiment sur internet. Mais le truc c'est que moi, en tant que lectrice, c'est pas du contenu qui me sert à quelque chose. Personnellement, j'ai besoin de voir qu'est-ce qu'un chroniqueur n'aime pas pour déterminer à quel point je suis compatible avec lui, et ça va aussi m'aider à interpréter leurs avis négatifs sur des livres que peut-être moi je pourrais aimer. Si je prends un exemple, ok, Maps, mon ami Maps. Est-ce que vous savez combien de mes livres préférés Maps a abandonné dans la vie? On est probablement sur 60%. Je niaise même pas. Donc, si je la vois parler négativement d'un livre, puis que je la vois soulever les mêmes points qu'elle a soulevés à propos de mes livres préférés, ben est-ce que je vais avoir envie de lire ce livre-là? Oui! Sérieusement, si l'art existait seulement pour être acclamé publiquement puis qu'on n'avait jamais le droit de dire notre opinion sur quoi que ce soit, ben à quoi ça servirait d'aller voir l'avis des gens alors qu'on sait déjà que ce sera un avis positif? Bref, tout ça pour dire que moi aujourd'hui, je suis pas là pour vous convaincre de ne pas lire ces livres. Je suis juste là pour vous expliquer pourquoi moi, en tant que lectrice, j'ai choisi d'investir mon temps dans un autre roman plutôt que celui-là. Abandonner les livres, c'est du self-care. Merci, bonsoir. Vous savez ce qui est aussi du self-care? Abandonner les protections sanitaires jetables grâce au sponsor de cette vidéo, Evenco. Vous l'aviez pas vu venir celui-là, hein? Evenco propose des culottes menstruelles qui remplacent à merveille les serviettes et les tampons. On peut les porter pendant 12 heures sans avoir à se soucier des odeurs ou des fuites. Pas besoin d'aucune autre protection, ok? Perso, ça m'est très souvent arrivé dans la vie de me coucher le soir et d'avoir peur de transformer mon lit en scène de crime pendant la nuit. Mais grâce à Evenco, ce n'est plus une réalité que j'ai à craindre. L'avantage avec leurs culottes menstruelles, c'est que on a vraiment l'impression de porter des culottes normales. J'ai essayé plusieurs modèles de culottes menstruelles dans ma vie, puis celles-là, c'est vraiment les meilleures au niveau du choix des modèles, le tissu, la sensation quand on les porte. C'est impossible de revenir en arrière une fois qu'on les essaie. Toutes mes amies sont d'accord pour dire qu'une fois que t'as des culottes menstruelles dans ta vie, personne ne veut retourner aux protections jetables. Et vous le savez, c'est le Black Friday. Et pour cette occasion, il y a moins 70% sur le site de Evenco. Sauf que ce n'est pas tout parce qu'avec mon code sous le ciel, vous aurez 2 culottes menstruelles qui vous seront offertes. 2. Pour profiter de l'offre, c'est super simple. Vous ajoutez un produit au panier, puis vous ajoutez le pack de 2 culottes menstruelles. Et une fois que ce sera fait, ben, le pack vous sera automatiquement offert. C'est la plus grosse offre de l'année et les quantités sont limitées, alors profitez-en, le lien est dans la description. Alors on va commencer cette vidéo avec les livres abandonnés qui avaient été écrits par certains de mes auteurs préférés. Inutile de préciser à quel point je m'attendais pas à ce qui se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, le premier d'entre eux, c'est Le refrain de la rivière de Rebecca Ross. Je vous l'avais dit dans ma palle ultime, j'avais fini par l'abandonner. Mais la raison pour laquelle je l'ai fait est un petit peu spéciale. Donc ça, c'est une fantaisie adulte qui suit un protagoniste qui va se faire demander de communiquer avec des esprits pour découvrir un moyen de sauver des petites filles qui disparaissent. J'étais vraiment convaincue que ça allait me plaire parce que, évidemment, j'ai adoré Divine Rivalité de la même autrice, et là, cette fois-ci, c'était une fantaisie adulte. Et ben, j'ai lu les 20 premiers pourcents du roman, puis je trouvais encore une fois que c'était très bien écrit. J'aime beaucoup comment cette personne écrit, mais plus on avançait dans l'histoire, plus je me disais, est-ce que je vais m'y intéresser un jour? On dirait que tout était là. Il y avait le contexte un peu folklorique, là, une belle atmosphère, les personnages avaient l'air intéressants, le principe avait l'air intéressant, mais j'étais juste comme,
sais-tu quoi? Je pense que c'est un bon livre qui est juste pas fait pour moi. Je pense que le type de magie, comment elle est présentée, comment elle est exploitée, je pense que c'est juste pas le type de magie qui m'intéresse. Je dois dire que de tous les livres dans cette vidéo, c'est probablement celui auquel je redonnerais une deuxième chance. Quand j'ai abandonné, j'étais en train de le lire en anglais, et même si habituellement c'est pas nécessairement un facteur dans mes abandons, ben je me demande si je lisais la version française, si cette fois il y aurait comme juste un déclic en moi, puis je pourrais plus accrocher. Donc voilà, ça c'est le premier livre que j'ai abandonné, mais c'est quand même un livre que je recommanderais si le résumé vous intéresse, si vous aimez les plumes lyriques, les fantaisies un peu plus concentrées sur l'atmosphère plutôt que l'action, ben vraiment allez-y, genre donnez-lui une chance. Moi je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, je vais vous parler de Il était un fleuve de Diane Setterfield. Le 13e manuscrit, c'est un de mes livres préférés à vie. Même quand un livre est un de mes romans préférés, je massacre quand même son titre, le 13e conte. Et j'étais complètement tombée amoureuse de la plume de l'autrice dès la première page. Et est-ce que sa plume est encore très belle dans ce livre-là? Oui. Cette fois-ci, j'ai lu les 200 premières pages. Et j'aurais pu me forcer à terminer le livre. Mais le truc, c'est que il est uniquement constitué d'introductions de personnages. C'est ça le livre. Des introductions de personnages, une après l'autre, sans fin. Et quand je dis introduction, yo, t'apprends la vie de ce personnage, genre du bout de ses orteils au bout de sa tête. Tu le vois naître de sa mère, après ça grandir, après ça, Une fois que j'ai été introduite comme au 15e personnage, là, je n'étais plus capable. J'ai trouvé ça tellement bien écrit, puis comme si tu prenais juste le chapitre à lui seul, j'aurais été intéressée envers ce personnage. C'était intéressant, mais dans le tableau de tous ces personnages-là présentés, c'était plus intéressant. Puis la raison pour laquelle, ultimement, j'ai fini par l'abandonner, c'est parce que ça, c'est l'histoire d'une fillette qui se fait transporter par un homme dans une taverne et elle est morte noyée entre ses bras. Sauf que des heures plus tard, elle revient à la vie. Et il y a un mystère sur qui elle est, d'où elle vient, puis après les 200 pages, il y a comme eu un indice enfin de qu'est-ce qui allait se passer avec la question de la petite fille. Et je me suis rendu compte que je m'en fichais absolument de la réponse. Je me suis vraiment vue comme atteindre la fin du livre, découvrir c'est quoi l'histoire de la fillette finalement, puis être comme ben sais-tu quoi, j'en avais pas nécessairement besoin dans ma vie. Je pense que ça aurait été très différent s'il y avait pas eu 16 000 personnages. Je pense que j'aurais pu m'y intéresser. Mais là, j'ai pas réussi. Est-ce que ça me décourage de lire d'autres livres de l'autrice? Non, absolument pas. Oh mon dieu. Sa plume me fait sentir comme le plus beau des oiseaux. Mais ça l'a pas fait, ça l'a pas fait. Et là bon, ok, 3e abandon. J'espère que je ne vais pas trop vous choquer, mais j'ai abandonné Warbreaker. Désolée à Marine qui l'avait suggéré dans le bocal parce qu'elle venait tout juste de l'ajouter à sa palle puis elle voulait que je l'encourage. C'est pas moi qui va t'encourager à le lire. Ok, il faut que j'admette quelque chose. Je pense que je suis tout simplement pas faite pour les fantaisies de Brandon Sanderson. Je l'ai adoré dans les 2 premiers tomes de Skyward qui étaient de la science-fiction. Quand il est capable de résumer son propos dans des livres qui ne font pas 1200 pages, je l'adore. Ses personnages sont intéressants, ses idées sont intelligentes, ses contextes, voilà, tout est de la qualité. Mais cet homme est pas capable de résumer ses propos. Est-ce que vraiment on a besoin d'autant de pages et de paragraphes pour exprimer ce qui est exprimé? C'est la question que j'ai dans ma tête à chaque fois que j'ai une fantaisie. Ça m'énerve parce que j'aimerais tellement ça l'aimer. Je trouve vraiment que c'est un bon auteur, mais je suis incompatible avec sa longueur, vraiment. Donc je vais donner une chance à la partie 2 de La Voix des Rois, parce que oui, j'ai lu ce livre-là avant de terminer le tome 1 de La Voix des Rois, parce qu'il est trop long, puis je tiens à préciser, j'ai été capable dans ma vie d'adorer des livres de 1200 pages. Il va y en avoir un dans mon top 10 de fin d'année. Quand je dis que c'est trop long, c'est l'exécution qui est trop longue, là. Je m'en fous la tête du livre en tant que tel si je l'adore. Bref, c'est ça. Je pense qu'il faut que je l'admette. Je ne suis pas une Brandy Sandy girl. S'il revient dans la science-fiction, appelez-moi, j'arrive tout de suite. Mais là, les fantaisies... Ok, maintenant on y va avec 3 livres que j'aurais pu me forcer à terminer, honnêtement. À l'époque où j'abandonnais absolument aucun livre, ça aurait même pas fait partie des livres genre les plus douloureux à terminer. Mais j'ai décidé que j'allais les redéposer parce que je sentais qu'ils allaient me ralentir dans mon envie de me lever le matin et de lire. Alors, le premier d'entre eux, c'est Toute la lumière que nous ne pouvons voir de Anthony Doerr. J'ai lu les 100 premières pages d'un seul coup. Après ça, il fallait que je parte.
je l'ai refermé, puis j'ai eu la pensée distincte dans ma tête que j'allais plus jamais de ma vie ressentir le besoin de le réouvrir. C'est une fiction historique de Deuxième Guerre mondiale qui suit deux personnages. On a une fillette aveugle qui se fait donner un joyau qui doit le cacher de l'armée allemande, et on a un garçon orphelin qui est très bon avec les machines, puis il se fait engager pour servir l'armée allemande. En 100 pages, j'avoue que je m'étais pas vraiment attachée au personnage, puis même je pensais que le point de vue du garçon ça allait être celui qui m'intéressait le plus, mais au final, pas du tout. Chaque fois que c'était lui, c'est comme bon, ok. Puis c'est pas la faute du livre, mais j'avais l'impression que face à toutes les autres fictions historiques de Deuxième Guerre mondiale que j'avais lues, celui-là me donnait pas quelque chose de nécessairement substantiel. Donc je me suis dit, ok, est-ce que je pourrais me forcer à le terminer? Oui. Mais est-ce que je pourrais, à la place de lire ces 550 pages-là, lire les 550 pages d'un livre qui m'intéresserait plus? Ben absolument. Puis c'est ça que j'ai décidé de faire. Dans le passé, je me permettais pas d'abandonner des livres avec ce genre de situation. Vraiment, j'abandonnais juste si ça allait pas du tout. Mais en 2025, j'ai commencé à juste me laisser le droit de poursuivre avec un livre que j'allais plus apprécier. Puis honnêtement, j'ai jamais des regrets. Peut-être que j'adorerais la fin, peut-être que je découvrirais des choses, mais j'ai pas de regrets tant que je sais pas. Le deuxième livre dans cette catégorie, ça a été Les Parts oubliées de Charmaine Wilkerson. Ça avait super bien commencé. Je pensais que je venais de trouver un livre pour lequel j'avais comme un potentiel de coup de cœur. On suit un frère et une sœur adultes qui ne se parlent plus depuis des années, mais qui vont être obligés de se rencontrer à nouveau quand leur mère va décéder et leur laisser un enregistrement qu'ils sont obligés d'écouter ensemble selon les notes qui ont été laissées au notaire. Et à travers cet enregistrement, ben, on en apprend plus sur quelqu'un qui fait partie de la vie de la mère sans que les enfants le sachent, l'histoire de leur famille, blablabla. Et donc voilà, au départ, je trouvais que c'était vraiment intéressant, mais après 150 pages lues, je me suis rendu compte qu'encore une fois, je m'étais désintéressée de leur histoire au fur et à mesure du récit, et que maintenant, peu importe c'était quoi les informations à la fin de cet enregistrement, ben ça me rejoindrait pas personnellement, parce que j'étais juste déconnectée de ces personnages. L'enregistrement remontait vraiment à comme des décennies auparavant, puis je trouvais que le présent était tellement plus intéressant, puis je sais pas, j'arrivais pas à m'investir dans le cœur de ce livre qui était l'enregistrement. Par contre, je pense que des gens pourraient l'aimer, vraiment j'ai lu du bon. Ça se peut que je rate complètement comme une belle évolution entre la relation du frère et de la sœur, mais voilà, ce sera sans moi. Si vous le lisez, dites-moi à quel point c'était incroyable puis que j'ai fait une erreur, ok? Et ensuite, j'ai abandonné Le Jardin des Brumes du Soir de Tan Toan Aim. C'est un livre qui parle d'une survivante des camps japonais qui rend visite à l'ancien jardinier de l'empereur japonais pour qu'ils créent ensemble un jardin à l'honneur de sa sœur décédée dans les camps. Il y avait une thématique de personne qui perd ses souvenirs, il y avait l'art versus la guerre. Puis je pensais que ça allait me plaire, vraiment. Ça faisait des années que je le procrastinais, mais je me disais, ça c'est vraiment le genre de livre là, que je procrastine, puis je me dis, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai attendu pendant des années? Mais finalement, ben j'ai lu 90 pages, puis c'était juste clair à mes yeux que j'allais pas réussir à m'attacher émotionnellement au personnage. Je trouvais que leur histoire était intéressante, mais il y avait quelque chose dans les dialogues qui réussissait pas à me transmettre l'émotion voulue. C'est dommage parce que j'aimais le contexte des montagnes en Malaisie, je trouvais ça intéressant de lire à propos des camps, mais je sentais que si je finissais ce livre, ben j'allais pas lui donner une bonne note à cause de ma déconnexion. Puis je trouvais qu'il méritait pas nécessairement une mauvaise note, parce qu'au-delà de mes problèmes personnels, ben il se lisait bien, c'était intéressant. Donc pour moi, l'abandonner, c'était un peu comme un cadeau que je lui faisais. J'ai conclu notre relation sans que ça se termine par une mauvaise note mise publiquement sur Goodreads. Bref, encore une fois, si le sujet vous intéresse, je vous invite à lui donner une chance. Ok, maintenant, c'est un petit peu plus délicat. On y va avec 4 livres qui m'avaient été suggérés par des membres dans mon bocal. Je sais que précédemment, il y a 2 livres qui m'avaient été suggérés, mais c'était des livres qui étaient déjà dans ma palle quand ils l'ont fait. Alors que là, ben non. C'était des livres que j'avais parfois sur mon radar, j'étais intriguée de les lire, mais c'est ça, j'ai fini par les abandonner. Ma règle personnelle avec le bocal des membres, c'est que j'essaie le moins possible d'abandonner des livres. On s'entend que le principe, c'est vraiment que je donne une vraie chance aux livres. Mais dans les situations où je sens que ça risque de me mettre dans une panne de lecture et d'impacter mes autres lectures, ben dans ce cas-là, je me dis, ok, oui, on m'a offert du soutien monétaire pour que je lise ces livres-là, mais on s'entend que avec ce soutien-là, je leur vends pas mon âme en retour. Bref, ok. Le premier livre, j'ai jamais de toute ma vie eu une expérience aussi particulière. Et l'expérience a commencé avant même que je lise ce livre. Éducation meurtrière de Naomi Novik. C'est un livre que j'ai présenté dans ma story sur Instagram quand je l'ai commencé. Et les messages que j'ai eus en retour
j'ai eu une moitié de personnes qui me disaient « Ah, trop cool, je l'ai adoré, j'espère que tu vas aimer. » Et une autre moitié de personnes qui me disaient « Ce livre est la pire chose que j'ai jamais lue de ma vie, puis honnêtement, chaque fois que je vois quelqu'un le recommander, je fais plus jamais confiance à aucune de leurs recommandations parce que c'est littéralement la pire torture que je me suis tapée, genre. » Puis là, j'ai fait « Hi! Mais qu'est-ce qui se passe ici? » Parce qu'on s'entend, parmi les personnes qui l'avaient aimé, il y a des gens, je les connais, je suis d'accord avec leurs avis en général, genre je sais que ce sont pas des personnes qui ont des mauvais goûts. Donc qu'est-ce qui se passe avec ce livre? Ben savez-vous quoi? Je serais pas capable de vous répondre parce que j'ai rien compris. Oh my gosh, j'ai jamais lu un livre avec une protagoniste qui se la fermait aussi peu. C'est une fantaisie qui se passe dans une école, genre avec des assassinats pis tout, pis ça sonne exactement comme le contexte que j'adorerais. Mais est-ce que quelqu'un peut juste demander à la protagoniste de se fermer la gueule pendant 2 secondes? C'était un monologue ininterrompu de pensée puis de blablabla. Ah puis voici ce qu'on fait. Ah puis voici l'école. Il y a des gens qui disent ça à propos de notre école, mais blablabla. Ah puis voici lui, blablabla. J'ai jamais été aussi épuisée en lisant un livre de ma vie. Mais le truc c'est que plein de gens m'avaient dit ouais le début il est difficile, ok mais la suite ça vaut la peine, j'ai adoré. J'ai lu 250 pages de ce livre. Je peux pas vous faire comprendre à quel point j'ai rien absorbé de ces 250 pages dans mon cerveau. J'ai essayé, là. J'ai essayé. Je suis tellement désolée. Mais c'est quoi? Moi, je trouve ça fascinant, un livre qui provoque des réactions aussi opposées. Waouh! Donc honnêtement, même si ça a été... Je veux dire, ça a été pénible. Ce livre, la protagoniste, je veux plus jamais l'entendre dire un mot de ma vie. Mais ça reste que je suis vraiment contente de l'avoir lu, de lui avoir donné une chance. Parce que, ben... Il fallait vérifier où est-ce que j'allais me placer face à ça. C'est incroyable, incroyable. J'ai pas su que vous me disiez dans les commentaires, je suis certaine qu'il y en a plein qui l'ont lu. L'avez-vous aimé? Comprenez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là là. Ensuite, j'ai abandonné les failures. J'ai jamais dit ce mot-là avant de ma vie. Failure de Wakefield Manor. Est-ce que je garde ça dans la vidéo? Et j'étais très contente de découvrir ce livre-là parce que il a été publié par une maison d'édition qui m'intriguait beaucoup depuis longtemps. C'est un roman historique gothique situé en Angleterre en 1910. On suit une veuve de 27 ans qui accepte un poste dans un manoir. Je sais pas, je pensais que ça allait être mon genre de truc, mais j'ai trouvé ça extrêmement long à démarrer. Je me disais, ok, le début est long, mais ça va juste être le début. Let's go, on continue. Puis à un certain stade, ben, j'ai juste admis que ça allait pas se passer avec moi. J'ai vu sur Goodreads que même si les avis semblent généralement très positifs, il y avait des personnes pour qui l'expérience avait été beaucoup plus lente et ennuyante comme moi. Donc je pense que c'est encore une fois du cas par cas. Peut-être que ça va vous plaire, peut-être que vous allez vous ennuyer comme moi. J'ai pas grand chose à dire sur le livre parce que c'est ça, j'ai juste pas réussi à me sentir présente dans le récit d'aucune façon. Bref, c'est dommage, mais je reste ouverte à découvrir d'autres œuvres de cette maison d'édition si jamais vous avez des recommandations. Ensuite, ouais les amis, j'ai abandonné The Sword of Kagan. J'étais contente qu'on me le suggère plusieurs fois. J'en avais tellement entendu parler, il y avait la traduction française qui s'apprêtait à sortir. Puis généralement, j'avais pas beaucoup d'expérience avec les livres qui étaient auto-édités à l'origine puis ensuite publiés traditionnellement. Donc j'étais intriguée de constater c'était quoi qui avait causé l'énorme succès de cette fantaisie. Et bien, maintenant que je l'ai abandonné, je peux pas dire que genre, je comprends pas le succès parce que c'est quand même intéressant. C'est comme une fantaisie asiatique. Je me souviens plus si c'était au Japon ou en Corée. Ouais, c'est ça, ok. C'est comme un pays inventé, mais qui est inspiré du Japon, avec aussi des personnages coréens. Puis le truc qui était cool avec cette fantaisie, c'est qu'elle intégrait également des éléments technologiques du futur, donc ça faisait un contraste très intéressant. Par contre, moi, mon problème, ça a vraiment été l'écriture. Je l'ai trouvé très étrange. C'était pas nécessairement comme mal écrit, mais ça me donnait vraiment une impression que c'était à la fois vraiment très simple, puis à la fois extrêmement surécrit. C'était comme une narration qui essayait très fort, mais en même temps avec des constructions de phrases puis du langage qui paraissait vraiment simple. J'ai jamais de toute ma vie vu un livre qui était écrit de cette façon-là. Je sais que c'est un livre qui est adoré par la majorité des gens. Vraiment, je suis dans les avis impopulaires en ce moment. Donc, j'imagine que c'est un style qui m'a juste dérangé moi spécifiquement, puis les autres, ça les a pas empêchés d'accrocher. Mais moi, ça m'a vraiment empêché d'accrocher. J'ai atteint les 100 pages, puis il y avait une longue conversation de 2 personnages, puis j'étais juste comme, non, je pense que ça va pas le faire. Tout ce qui est mis en place est vraiment intéressant, mais tant que j'accroche pas à la plume de l'auteur, ça va pas le faire. On m'avait vendu une fantaisie là, qui était vraiment bien construite, intéressante, avec plein de rebondissements, puis pendant que je lisais,
je faisais juste constamment vérifier à combien de pages j'étais rendue parce que j'avais hâte de terminer. Puis j'étais juste au début, puis j'avais l'impression qu'on venait de faire du surplace pendant 600 pages, mais ça faisait juste 100 pages. Donc dites-moi si vous avez réussi à l'aimer. Encore une fois, moi je l'ai lu en anglais, alors peut-être que je me sentirais différemment si je lisais la traduction française, mais généralement c'est un petit peu le contraire. On s'entend, c'est la version originale qui nous fait aimer le livre plus que la traduction. Et le dernier livre du bocal que j'ai abandonné, ça a été Le ministère du futur de Kim Stanley Robinson. C'était une autrice que j'avais lue à une reprise dans le passé, puis que j'avais pas du tout aimé. Mais quand j'ai reçu la suggestion de Marie-Ève, on s'en est parlé, puis elle m'a dit « Ah oui, moi aussi, j'ai pas du tout aimé l'autre livre de l'autrice, mais celui-là m'a vraiment marqué, surtout avec son premier chapitre, genre traumatisant. » Donc j'étais contente d'avoir l'occasion de redonner une chance à cette autrice, parce que tu sais, on parle d'un gros nom de la science-fiction, puis surtout un gros nom féminin de la science-fiction. Donc c'est quelqu'un que j'aimerais aimer. Mais j'ai commencé cette histoire qui parle de réchauffement climatique, puis d'un ministère qui va être mis en place pour essayer de sauver l'humanité, puis peut-être aussi redonner un peu d'espoir aux lecteurs. Et comme de fait, le premier chapitre, vraiment marquant. Je l'ai beaucoup aimé, j'étais comme, ok, c'est quoi? Je vais embarquer dans celui-là. Cette fois-ci, ça va le faire avec l'autrice. Et le premier chapitre s'est terminé, puis j'ai eu l'impression de revenir dans le même schéma qui avait fait que j'avais pas aimé Mars la Rouge. C'est juste, on passe d'un personnage à l'autre, puis là c'est froid, il y a personne qui est genre vivant dans le texte, puis c'est juste, j'arrive pas à m'intéresser à toutes les autres informations que t'es en train de me donner. Puis je trouvais ça tellement dommage parce que j'avais tellement aimé le premier chapitre, mais c'est ça, je pense qu'il y a un problème entre moi et cette autrice, ça ne colle pas. C'est dommage parce que clairement son idée était bonne, puis j'ai vu qu'elle était capable d'écrire quelque chose qui pouvait me plaire, mais la présentation qu'elle choisit pour ses romans en général, ça semble juste pas être dans mes cordes. Donc c'est ça, je suis désolée d'avoir abandonné, je pensais vraiment qu'on allait peut-être me faire trouver mon nouveau coup de cœur de science-fiction, mais non. Kim Stanley Robinson, pour moi, c'est un non. Et donc, la dernière catégorie de ce bilan, ça va être une rafale très rapide de 3 livres québécois que j'avais lus parce qu'ils étaient éligibles au Gala du roman québécois, puis si vous le saviez pas, c'est comme un jury public, donc tout le monde peut lire les livres qui sont éligibles puis donner leur avis et voter, et c'était des livres qui n'avaient pas encore reçu de vote, donc je m'étais dit bon, je vais donner un coup de main à Maps, je vais les lire. Au final, j'aurais pas les avis les plus constructifs à lui donner, donc le premier que j'ai abandonné, Le Surveillant de François Desalliés, il y avait quelque chose avec la page couverture qui m'intriguait, je me disais bon, celui-là va peut-être me parler, mais je l'ai commencé, puis j'étais comme est-ce que je suis trop fatiguée là pour comprendre l'intérêt de ce que je suis en train de lire? Donc, je suis allée me coucher, j'ai dormi. Le lendemain matin, j'ai rouvert le livre, j'ai continué à lire, puis j'ai fait, sais-tu quoi? C'était pas la fatigue. J'ai lu 30 pages, puis j'étais comme, je sais pas c'est quoi l'intérêt de ce que tu me racontes respectueusement. J'ai même fait le test, ok? J'ai choisi au hasard genre un autre livre, j'ai lu les 30 premières pages, j'ai méga accroché aux 30 premières pages, puis j'ai terminé le roman. Donc là, j'étais comme, ok, c'est pas moi qui suis dans un mauvais état, là, c'est ce livre-là, il fonctionne pas avec moi. Ensuite, un autre abandon ultra rapide, La souris et le boucher de Christine Follet. Ça, c'est un livre que j'ai lu parce qu'il était un peu à la Butcher and Blackbird avec des gens qui couchent ensemble puis qui tuent des gens. Et ben, j'ai lu les 10 premières pages puis j'étais comme, oh, j'ai vraiment pas aimé les dialogues. Les dialogues, non, c'est comme si mon cerveau comprenait rien. Je comprenais les mots individuels qui étaient utilisés, mais je comprenais pas qu'est-ce qu'on était en train de me dire. Ou plutôt, je comprenais pas pourquoi on était en train de me le dire. Bref, c'est ça. Puis le dernier, Veuve chose de Michael Delisle, c'est un tout petit mini-livre de 70 pages et j'ai mis 10 pages à l'abandonner. Mon problème, cette fois-ci, était encore avec les dialogues, sauf que là, c'était des blocs de dialogue, un après l'autre, puis ou non, je sais pas si c'est moi qui est trop comme, je sais pas. Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Ça se termine en question existentielle dans cette vidéo. Mais c'est ça, tu sais, on se rappelle le commentaire en début de vidéo qui disait si le livre passe le test de la première page, ben je le lis au complet. Moi, il semblerait que c'est le test des 10 pages, souvent. Et donc voilà, c'est tout pour le bilan. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi votre relation avec les abandons? Est-ce que vous êtes encore le genre de personne qui vous résistez, vous lisez au complet tous les livres que vous commencez? Ou c'est bon, vous êtes passé de l'autre côté, on s'amuse, nous on est à la plage, la lecture, quel plaisir. Honnêtement, non, je vous blâme pas de pas abandonner les livres parce que moi, sincèrement, il y en a plein que je m'étais dit genre, je pense que je vais l'abandonner, puis au final, j'ai adoré la suite, là. Ça arrive que des textes nous surprennent alors que le début était un petit peu catastrophique. Mais je pense quand même qu'on doit s'écouter puis qu'on doit se donner le droit de passer à autre chose quand cette chose-là n'est pas plaisante. Et donc, voilà. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Vendredi prochain, ça va être la vidéo exclusive mensuelle pour les membres, mais ensuite on se retrouve avec un bilan lecture où vous pourrez découvrir mes premiers avis sur ma palle ultime que j'ai commencé à lire. Bye bye!